Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette conférence qui s'inscrit dans une série que nous avons organisée à l'occasion de notre 40e anniversaire. Thank you very much. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette conférence qui fait partie d'un cycle qui s'appelle les conférenciers de prestige, lancé pour fêter notre 40e anniversaire au CRDI. Je m'appelle David Malone. J'ai le grand plaisir de travailler ici au CRDI. Je vais m'asseoir dans l'auditoire et mon collègue Lachlan Munro, notre vice-président de la planification stratégique et de la gestion régionale, résident de longue date en Afrique, tout comme moi, va présider la séance aujourd'hui. Nous avons désiré cette année nous concentrer sur différentes régions du monde. Nous avons pu, grâce à d'excellents conférenciers, le faire. Et l'avant-dernier lauréat du prix de l'alimentation était avec nous un peu plus tôt cette année. Nous avons eu aussi, ça ne faisait pas partie de cette série, mais dans une série de conférences publiques, le chef de l'Alliance de la Révolution verte en Afrique. Vous vous souvenez peut-être de Mangangi qui était des nôtres il y a 6 mois de cela. Mais tout au long, nous nous sommes concentrés ici sur... Nous avons demandé à la membre de notre conseil d'administration, Amina, si elle était d'accord de nous parler de son pays. Son pays est tellement important en Afrique, joue un rôle si important. Elle aussi joue un rôle très important dans son pays. Donc, nous voulions avoir la voix de ce pays et elle est arrivée un jour plus tôt pour faire son discours. Amina siège au conseil d'administration du CRDI depuis 2007. Nous avons eu beaucoup de chance de la voir parce que, en fait, elle est en demande et c'est l'assistante en chef du président du Nigeria au chapitre des objectifs de développement du millénaire. Elle a joué différents rôles dans son pays, mais je ne vais pas non plus vous citer tous ses rôles et la mettre sur la sellette. Je vous dirais simplement que c'est quelqu'un qui est très active à l'échelle planétaire, qui participe à toutes sortes de discussions sur les dilemmes que pose le développement. Elle a suivi son éducation au Nigeria, ensuite en Angleterre, et c'est un signe assez chargé d'espoir pour le Nigeria. J'étais très heureux de lire cela. Quand j'étais adolescent, pendant la guerre civile nigériane, mes parents vivaient au Nigeria et j'allais souvent les voir. Notre famille est tombée amoureuse du Nigeria. J'ai encore des souvenirs très forts et très positifs du pays, tout comme ceux et celles qui apprennent à connaître le Nigeria. C'est ce que les Français appellent un pays très attachant. Donc, Amina, je sais que vous avez beaucoup de choses très intéressantes à nous dire aujourd'hui qui vont susciter le débat. Lachlan pourra ensuite s'assurer d'animer la séance de période de questions-réponses. Merci à Amina. Merci, David. J'aimerais donc commencer par remercier David Malone et son excellente équipe, son magnifique équipe qui m'a donné l'occasion de venir vous parler de mes expériences, pas juste en tant que travailleuse du développement, mais aussi vous avez beaucoup de partisans et défenseurs du développement ici au Canada. Le Canada a une longue histoire avec beaucoup de réussites, mais aussi de défis dans ses relations avec l'Afrique. Et je crois qu'en fait, on peut dire que le Canada a été un de nos alliés indéfectibles au cours des décennies. Le Canada était toujours présent, et même quand nous étions dans le régime militaire. Le Canada, ce qui est intéressant, va respecter les engagements qu'il a pris à Monterrey en 2002. Nous savons que,
D'ailleurs, vous êtes en tête de liste par rapport aux sommes qui ont été investies dans la région. La relation a été soulignée en 2010 au G8, au sommet du G8 à Muskoka, où il y a eu 2 séances sur l'Afrique. Notre président était présent. C'était intéressant. On nous a demandé de parler de la santé maternelle et des enfants, qui est un grand dossier dans notre pays. Ensuite, on m'a demandé de parler de la paix et de la sécurité. Donc, il y a eu des séances très importantes sur le développement socio-économique, mais aussi les défis en matière de sécurité. Un des résultats clés de ce sommet a souligné l'urgence, la nécessité de passer à l'acte pour adopter des mesures sur la santé maternelle des nourrissons et des enfants, puisque l'Afrique connaît parmi les taux de mortalité les plus élevés. Le Canada a engagé 2,85 milliards de dollars sur 5 ans. Et on en a parlé au sommet de l'ONU. Le secrétaire général a dit que il a parlé de tous les engagements pris par les pays à ce moment-là. C'est important qu'au sommet des États américains, on a parlé des résultats du sommet du G8. Et pour nous, en Afrique, nous avons essayé pendant plusieurs années de faire fonctionner ce fonds mondial. Les fonds ont pu souvent livrer la marchandise puisque en matière de paludisme, de VIH et de sida notamment. Donc pour nous, il s'agissait de demander aux pays d'honorer leurs engagements et pour que ça devienne un fonds élargi, pour qu'il y ait le fardeau soit allégé pour les pays et qu'on puisse investir ces ressources dès maintenant, alors qu'on en a tant besoin. Le CRDI a apporté une démarche bien spéciale en faisant la promotion de l'expertise locale, tout en veillant qu'on ait les techniques de pointe, les universitaires et les normes les plus élevées. Nos bureaux en Afrique continuent à donner une plateforme aux chercheurs. C'est très important parce que souvent, on a beaucoup de connaissances, mais ce n'est pas aussi utile que ça pourrait l'être, en tout cas à court terme, pour les décideurs politiques et les représentants gouvernementaux. L'initiative du think tank, du groupe de réflexion, c'est une des initiatives les plus récentes. Le Nigeria y a impliqué le secteur de la société civile et les institutions du gouvernement. Quand on m'a demandé de faire cette présentation, je me suis dit, d'abord, en tant que... Je n'ai peut-être pas beaucoup d'expérience en matière de recherche, et je me suis demandé qu'allais-je raconter à un public aussi expert, si vous voulez. Et j'ai demandé, de quoi vouliez-vous que je parle? On m'a dit, ce que vous voulez. Et je me suis dit, mais c'est encore plus difficile. J'ai décidé de vous parler de la situation sur le terrain, là où le travail des chercheurs est si important pour notre réussite. Et ça nous permet d'avoir des données probantes pour ensuite documenter les pratiques exemplaires. J'ai passé 10 ans comme fonctionnaire sous 3 présidents jusqu'à maintenant, l'un après l'autre. Donc, je suis un peu comme un chat avec 9 vies, il m'en reste 3 ou 6. Je crois que notre pays connaît beaucoup de défis, mais c'est un environnement très propice. Il y a des défis quotidiens, mais il faut essayer de relever ces défis. Il faut s'assurer de ne pas perdre de vue la partie la plus importante de notre mandat, c'est-à-dire s'occuper de la vie des gens. J'ai travaillé dans le domaine de l'éducation et des objectifs de développement du millénaire. J'ai eu le privilège de travailler dans la société civile, le secteur privé et maintenant le secteur public. Dans ma présentation aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre parcours depuis 5 ans. Au Nigeria, nous essayons d'apporter les dividendes de l'entente passée à Paris pour l'allègement de la dette. Et je peux vous le montrer un peu en utilisant des exemples nigérians. Beaucoup d'occasions, de débouchés au Nigeria, mais aussi beaucoup de défis. Souvent, le monde regarde le Nigeria par le biais de façon négative, des occasions ratées, manquées, la pauvreté, des conflits civils, le VIH-Sida, etc., etc. Mais je crois que mon Afrique n'est pas le continent noir, ou c'est un continent qui regorge d'énergie, de potentiel, de fierté, de résilience, de beauté, de passion, de foi, de culture et de cette volonté de
réussir contre toute attente. Quand on entend parler de l'Afrique, on se demande quelle Afrique. Souvent, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est le continent qui est composé de 53 États? S'agit-il de l'Afrique subsaharienne ou du Sahel ou de l'Afrique, comme on en parle, comme un pays et pas un continent? L'Afrique, eh bien, selon le rapport de l'ONU, on indique qu'il contient 20 des pays qui ont fait le plus de progrès, ou 11 plutôt sont africains. La crise financière, qui a eu des effets dévastateurs sur le village planétaire, on a essayé de recoller les morceaux, de limiter la casse et de reconnaître les torts. Le Nigeria a adopté des réformes de grande envergure. Et nous voyons que l'Égypte aussi, avec ses pratiques exemplaires dans le domaine des technologies de l'information et des communications et de la petite enfance, le Malawi aussi, contre toute attente, a recommandé de ne pas utiliser les subsides et a connu plusieurs réussites dans le domaine de la révolution verte. L'Éthiopie a connu beaucoup de réussites dans le déploiement massif des travailleurs de la santé dans les zones rurales, qui a réduit la mortalité maternelle. Et on a pu partager les ressources dans l'Afrique de l'Ouest, le Rwanda, en impliquant les femmes dans la prise de décision. J'y étais récemment et nous avons essayé de voir qu'est-ce qui avait fait la différence, comment ça s'était passé. Pour eux, il s'agissait de sortir de la tragédie et de se concentrer sur la Constitution. Les femmes ont un rôle, ont une place, parce que les Rwandais croient que c'était vraiment un enjeu constitutionnel. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut tous apprendre. Récemment, nous avons essayé d'inclure cela dans la Constitution. Nous n'avons pas réussi et nous luttons encore pour l'action positive ou l'action affirmative. Le Libéria, avec sa première présidente et encore beaucoup de bonnes choses qui ont eu lieu. Oui, le verre est à moitié vide, mais il est quand même aussi à moitié plein. Il faut le reconnaître pour avoir espoir et avoir de bonnes raisons pour faire fond sur les stratégies qu'on a utilisées pour justement avoir ce verre à moitié plein. Je vais vous parler un peu de l'allègement de la dette et ensuite je vous parlerai du cadre que nous avons mis en place pour utiliser les gains, les processus que nous avons vécus pour livrer les dividendes et je vais vous parler des défis auxquels nous sommes confrontés, les solutions que nous avons trouvées pour relever ces défis. Enfin, je terminerai en vous parlant des débouchés pour le Nigeria et pour le continent africain, alors que nous recherchons un monde qui va amener la justice sociale et le bien-être pour tous. D'abord, la première tentative démocratique en 89, le Nigeria, fédération de 36 États, avec 774 gouvernements locaux, une population de 154 millions, un taux de pauvreté de 54,4 %. Mais ça cache la réalité, une autre réalité des États du Nord. Les taux montent jusqu'à 85 %. Le PNB per capita est assez bas. 88,8 % le taux d'inscription dans les écoles ou de scolarisation. Le taux de mortalité pour les moins de 5 ans, 157 pour 1000. Pour les taux aussi de mortalité à la naissance, le taux de VIH-Sida, le taux de prévalence a été réduit à 4,2 % et l'accès à l'eau potable, plus de 59 %. Le président Obasanjo a été assermenté pour un mandat de 4 ans et quand il est arrivé au poste, on lui a remis, si vous voulez, les bagages de plusieurs années de régime militaire qui avaient résulté dans l'effondrement des institutions publiques, des systèmes et de la primauté du droit. Peu après son élection, le Nigeria s'est joint aux 188 pays de l'ONU en l'an 2000 pour signer la déclaration du millénaire qui énonçait les 8 objectifs de développement. Alors, c'est important parce que quand on a signé cette déclaration, là, on était loin d'être au niveau où on devait être. Les 4 premières années ont été passées pour comprendre
essayer d'estimer un peu les dégâts qui avaient été causés sur notre pays et la conscience du peuple. Notre démocratie naissante prenait racine dans un environnement où la primauté du droit n'était pas soutenue par un système judiciaire. On était aussi victime du régime militaire. Il fallait gérer les attentes du Nigeria. Tous les Nigérians voulaient voir les dividendes de la démocratie. Il fallait reconstruire un système de sécurité, à commencer par les forces policières. Le général, à l'époque, a dit que ça va prendre au moins une génération à accomplir parce que les forces policières avaient été décimées, étaient quasiment réduites à zéro. Il fallait recommencer à zéro. Ensuite, la discipline financière et monétaire était nécessaire. Tout cela en même temps. En 2004, le Nigeria rembourser encore une dette qui avait été accumulée pendant l'époque militaire. Dans la plupart des cas, c'était des dettes qui n'avaient mené à rien, sauf un énorme fardeau de 35 milliards de dollars. En juin 2005, le Nigeria a célébré l'entente du Club de Paris sur l'allègement de la dette. 18 milliards ont été pardonnés. Les économies accumulées par les États au fédéral et par les États étaient de 75. Le rapport ou le ratio était de 75-25%. Team to talk about how we're going to reform the economy and what investments we're going to make. It was always very much a token sum that went to the social sector because this was not seen to make the returns and not linked to the economy. So very much about how would we build back the infrastructure, the power, but very little connection with the poverty agenda. However, at this time, pauvreté. Mais alors que nous célébrions l'allègement de la dette, il y a plusieurs Nigériens qui critiquaient le coût de l'allègement de la dette, alors que le Club de Paris se préoccupait de la façon dont le Nigeria utiliserait ses économies. Est-ce que ça allait se retrouver dans un énorme trou noir, encore une fois? Mais enfin, dès le départ, l'administration du président Obasanjo conjugué aux efforts incroyables de notre ministre des Finances à l'époque, maintenant un directeur à la Banque mondiale, Dr. Ikonjo Ijuela, était déterminé et engagé à utiliser ses ressources de façon transparente. C'était important d'aller chercher la confiance des Nigériens et de nos partenaires également. L'entente sur la dette du Nigeria a permis au pays des gains de 1 milliard de dollars par année, ce qui aurait été dépensé autrement à repayer les intérêts et à gruger le capital. Mais au même moment, on avait aussi instauré des réformes de grande envergure grâce à une stratégie qui s'appelle NEEDS, stratégie de développement et d'habilitation. Et depuis, nous avons l'ordre du jour, les programmes à 7 points et notre vision 2020. Étant donné l'allègement de la dette, notre prochain défi était de faire en sorte que ça marche, et non seulement pour l'économie, mais aussi l'incidence sur la vie des pauvres. En 2005, alors que je travaillais au plan national d'éducation dans la société civile, on préconisait un plan national pour l'éducation. On a fait tellement de lui qu'ils nous ont dit, alors venez, vous en chargez vous-même. Je pense qu'il voulait tout simplement nous faire taire, mais il a fallu presque 4 ans pour obtenir ce plan de développement national qui ne représentait pas uniquement le niveau national, mais se répercutait au niveau des États. Et à titre de conseiller, on m'a demandé de mettre au point un cadre qui utiliserait l'allègement de la dette d'1 milliard de dollars par année. Ça devait avoir un impact au niveau local et d'utiliser les ODM comme guide. De plus, c'était aussi une occasion de s'assurer que nous exploitions le secteur public et les dépenses publiques, les réformes en cours à l'époque. Plus que d'utiliser cet argent et de le mettre dans un fonds à part et de faire en sorte que c'était un investissement ponctuel pour les pauvres, c'était par le biais du système. On voulait corriger le gouvernement. Ce n'était pas l'évasion de services du tout. Et à ce moment-là, la réforme des dépenses publiques connaissait un certain succès. Il y avait une certaine discipline relativement aux dépenses publiques, mais la réforme du secteur public laissait à désirer. Et nous nous sommes dit que la seule façon de trouver une solution et de signaler les écarts, c'était d'acheminer nos sommes
d'y acheminer nos sommes. Pour profiter de l'engagement politique au plus haut niveau et de s'assurer reddition de comptes envers les Nigériens et nos partenaires en développement, mon bureau se rapporte directement au président et il n'y avait pas de statut de mise en œuvre. Je pense que c'est important de noter. Je faisais partie intégrante du fonds de fiducie qui a été établi au Nigeria et à ce moment-là, ça avait bien fonctionné. Cependant, c'était une organisation à l'époque militaire où les choses s'étaient effondrées. Ce qu'ils essayaient de faire, c'est d'utiliser au moins une partie des ressources. Dans une démocratie, ceci aurait miné tout le principe du gouvernement et des institutions qui livrent à notre peuple. Ensuite, il y a un comité qui est présidé par le président, composé de 43 membres. Et autour de cette table sont des représentants des gouverneurs de l'État, des ministres clés qui jouent un rôle quant à la dépense de l'argent et la mise en œuvre des programmes que nous avons ciblés. Il y a aussi le secteur privé, la société civile et les partenaires en développement. Et cette réunion se déroule 4 fois par année. Au début, c'était tout simplement une reddition de comptes par rapport aux ressources, mais à plus grande échelle, nous avons commencé à remettre en question les résultats des investissements dans les domaines en ce qui concerne l'élimination de la pauvreté. Nous avons établi un secrétariat pour avoir cette mémoire institutionnelle et lors de la transition, nous avons pu apporter une certaine continuité. Le cadre pour atteindre les objectifs précités visait à concevoir le fonds de pauvreté virtuel du Nigeria que l'on appelait OPENS, survol des dépenses publiques dans NEEDS. On voulait essayer d'ouvrir. Open signifie que nous tenions à tout prix faire preuve de transparence, que tout le monde pourrait remettre en question ce que nous faisions et nous avons jeté les bases des réformes dont on a parlé, en particulier par les affectations annuelles du Parlement où on tenait compte des mécanismes de suivi. Nous avons visité la Tanzanie pour voir quelles étaient les pratiques optimales pour ce fonds d'allègement de la pauvreté et que ça n'avait pas démarré. Les ressources, probablement, que l'on devait y consacrer lorsqu'on réfléchit à la Tanzanie, le financement de la Tanzanie, ce panier, la plupart vient de la collectivité internationale. Et c'était une excellente occasion pour nous d'assurer le succès d'une telle chose. Les fonds ciblaient les ODM les plus importants, mais on voulait, il se peut que l'on ait besoin de beaucoup d'argent pour la santé maternelle et des enfants, mais lorsqu'on regardait la capacité d'absorber nos institutions, d'acheminer ces ressources au niveau local, cela posait énormément de défis. Nous nous sommes dit, lesquelles de ces agences avec lesquelles pouvons-nous commencer alors que nous commençons à rétablir des systèmes avec d'autres organismes pour donner de meilleurs résultats dans les années à venir. Ce qui était clé, c'était la condition que ces ressources étaient planifiées. Ça s'ajoutait à une allocation budgétaire ordinaire, c'est-à-dire qu'on augmentait les investissements et l'impact pour atteindre les ODM. C'était important parce qu'on ne voulait pas que cela remplace ce qu'on avait reconnu comme existant, les ressources qui existaient. On va voir dans quelques années que ça remplaçait certains des investissements en matière de santé et d'immunisation, mais parce qu'on surveillait, c'était facile de faire valoir auprès de l'Assemblée nationale alors que l'exécutif le remplaçait. Avec des investissements tertiaires dans le domaine de la santé, nous avons pu redresser le cours. Dans certains cas, ça ne s'est pas produit. Je l'expliquais lorsqu'on discutait des investissements au ministère des Affaires des femmes. On avait une équipe de base au départ. On s'est plaint qu'il y avait un manque d'inclusivité quant à la planification de nos activités dans la société civile. Ce qu'on avait, c'est la participation de la collectivité et c'était insuffisant. Ça l'est toujours aujourd'hui. Il nous reste fort à faire à cet égard. Mais en 2005, lorsque nous sommes retournés au pouvoir, même les ministres, les personnes qui avaient la responsabilité d'utilisation des ressources pour offrir certains services ne savaient pas quels étaient le budget à leur disposition. De fait, c'était le secrétaire parlementaire qui s'en chargeait. C'était difficile pour eux de planifier en conséquence ou de prendre des initiatives. Nous avons donc créé une équipe de base, finance, budget, le bureau de gestion de la dette et nos partenaires en développement clés. Le montant d'aide pour le Nigeria d'outre-mer est une goutte dans la mer, mais souvent on se rend compte que ça fausse ce que l'on fait en matière de développement. Et le Nigeria, il y a 3 États ici, il y a 5 États de l'autre côté, il y en a 6 ici, il n'y a personne qui se charge du pays dans son ensemble. Et nous nous sommes dit, alors pourquoi est-ce que les partenaires en développement
n'intervenait pas pour voir comment les pratiques optimales peuvent assurer une meilleure utilisation de nos ressources. Dès le départ, l'allègement de la dette en a fait partie intégrante du processus budgétaire et suite à l'examen du législateur et du grand public. Cibler les pauvres dans le cadre des ODM, les ODM, on s'est toujours dit, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va assez loin, est-ce que c'est assez vaste? Et je me suis dit que je faisais partie de l'ordre du jour des FA. On m'a demandé d'y parler pour les ODM et j'étais horrifiée. Je me suis dit que c'était réellement la marginalisation. Je commence d'abord en disant que les ODM, ce n'est pas la panacée pour atteindre le développement socio-économique en Afrique. C'est le résultat d'un monde qui n'a pas réussi à obtenir des développements à plus grande échelle d'ici 2000. La santé pour tous, l'eau potable pour tous. Cependant, mais il y a des objectifs qui réunissent les exigences minimales pour des assises solides pour amorcer notre cheminement vers la terre promise et souligne aussi l'importance d'un développement intégré pour les pauvres, qui sont surtout nos femmes et nos enfants, au cœur même. C'est un point d'entrée où, pour la première fois, même si c'est un peu chancelant, il y a une entente globale entre les pays en développement et développés, qui agiront pour et au nom de l'humanité. La raison pour laquelle nous avons choisi ce cadre, mis à part le fait que nous sommes un des 188 signataires en 2000, c'est que cela met en relief des questions sur lesquelles nous ne sommes pas suffisamment penchés et qui forment une partie intégrante de notre Constitution, qui font en sorte que c'est un droit et non pas de la charité. C'est important. Au début, on nous a demandé de réunir les ODM et on s'est rendu compte que c'était pas difficile lorsqu'on lit la Constitution du Nigeria. Pour la plupart, on l'exige du gouvernement. Il y avait aussi consensus par rapport au fait qu'on devait atteindre tous les 8 objectifs qui ont un impact important sur la plupart de notre peuple. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont contre l'éducation de base ou le taux de mortalité des mères et des enfants pour réduire le taux de mortalité lorsqu'on parle de nos succès. C'est toujours très élevé, ce taux de mortalité. Ça forme les assises qui visent à s'assurer que lorsqu'un pays comme le nôtre arrive à des taux de croissance louables, ce que nous avons fait depuis 2005-2006, que les mesures de ce succès devraient se percuter dans l'amélioration de la vie des pauvres. Aujourd'hui, nous avons une vision, peut-être un des 20 économies en importance dans le monde d'ici 2020. Plusieurs prétendront que c'est ambitieux et que nous croyons que c'est notre cheminement. Cependant, il faut aussi parallèlement partir des niveaux les moins élevés des 158 sur le HDI d'ici 2009. Où en sommes-nous par rapport aux ODM au Nigeria? Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné plus tôt, les taux de pauvreté sont de 54,4 alors que l'accès à l'éducation, la qualité et la pertinence de l'éducation de base est menacée. L'échec 80 lors des examens cette année sont tels que le président a convoqué une réunion d'urgence sur l'éducation, l'égalité entre les sexes, alors qu'il y a des politiques adéquates. Ça ne se traduit pas en habilitation économique, participation politique, au rôle de prise de décision. Et lorsque j'ai quitté le Nigeria, nous aurons des élections très bientôt, et c'est ce que nous avions. Les femmes politiciens, c'est la voie de l'avenir. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est que c'est un pays, dans notre pays, dans le Nord. Le dernier à faire partie de la course politique, c'est une femme du Nord musulmane. Et ici, la plupart, c'est justement ça. Alors, c'est important pour nous parce qu'au moins, nous avons l'occasion de participer et par la suite, il faudra travailler pour se faire élire. La santé maternelle et des enfants, qui a connu des succès récemment, continue d'avoir des taux de mortalité élevés qui sont tout à fait acceptables, alors que nous parlons de taux de 30 de réduction de taux de mortalité maternelle. Les stratégies fonctionnent, mais la capacité est considérable. Le paludisme est toujours la première maladie en importance, alors que la tuberculose et les autres maladies menacent de revenir. Le VIH, le sida, il y a inversé, mais demeure quand même élevé. La transmission de mère-enfant, puis occupe il y a un centre, épicentre pour le VIH et le sida en est à 10 alors que le pays comme tel a diminué, que cela a diminué. Et il y a des endroits où on doit investir sensiblement. Alors, l'eau potable, ça a amélioré l'accès à l'eau potable, mais alors que l'environnement et les changements climatiques commencent
menace d'infirmer plus part des gains dans la production alimentaire et les soins de santé. Le 8e objectif tient compte de la dette, du commerce et de l'aide menacée par des partenariats qui sont faibles, un réel engagement et des mentalités qui ne sont pas en parallèle avec l'investissement à long terme. De façon lapidaire, les ODM ont progressé, mais ce n'est pas suffisant au taux actuel pour atteindre la cible que nous nous sommes fixée pour 2015. Vous poserez maintenant peut-être la question suivante. Qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, pour les pauvres, énormément de choses fonctionnent, même si ce n'est pas suffisant. Mais nous devons quand même y investir plus d'attention pour atteindre nos objectifs. Ça veut dire un investissement intérieur plus coordonné et des promesses qui sont rencontrées par nos partenaires. Alors, en faisant ce qu'il faut faire pour combler les écarts. Alors, lorsque le fossé se creuse, alors que les besoins augmentent et les établissements continuent de ne pas nous aider afin d'atteindre ces écueils. On a ciblé les TIC en 2006, la première enveloppe de crédit, les différents secteurs, différents ministres du fédéral, les ministères et les agences ont les affaires qui concernent les femmes, les routes. L'examen de ces investissements en 2007 constitue un changement au transfert direct de fonds aux États pour des projets de niveau local tels que l'eau, soins de santé de base et l'éducation à l'école primaire. C'est important parce que au début, les ministères du fédéral étaient répuissants et insistaient pour que ces ressources leur appartiennent et il n'y avait rien pour signaler qu'alors qu'on savait qu'ils n'avaient pas donné un bon rendement, il n'y avait rien qui documentait pour dire que ces sommes n'avaient pas été utilisées à bon escient. Et là, donc, nous avons vécu cette expérience très difficile. On savait que la première année, ce serait un échec, mais que nous essaierions de protéger, de documenter ce qui n'avait pas marché, d'apporter ça à la table pour faire valoir qu'il fallait un transfert de fonds plus direct au niveau local, ce que nous avons réussi à faire. C'est beaucoup plus facile avec l'Assemblée nationale maintenant, surtout avec des projets comme les centres de santé primaire de l'eau potable, qui n'auraient pas dû être mis en œuvre de niveau fédéral. On l'a fait. Nous avons fait face à beaucoup d'opposition avec ces motifs conditionnels. La même question que l'on pose du Nigeria avec ses ressources. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on va les utiliser de façon judicieuse? C'est la même question qu'on demandait aux États et les gens nous disaient « il faut être fou, ces gouvernements vont voler l'argent ». Mais, à mon avis, les 3 paliers de gouvernement au Nigeria, différents niveaux de corruption existent dans ces paliers. La corruption, ça se fait à tous les niveaux, local, au niveau des États, au niveau fédéral. On voulait des freins et contrepoids pour s'assurer que ça ne se produirait pas. Mais si nous continuons à dire qu'on ne donne pas parce qu'ils vont voler, ça va échouer. Alors, 3 ans plus tard, on peut rapporter qu'un taux de succès de 95 par rapport à ces ressources. Je dois dire que certaines de ces conditions, on les a essayées. La condition principale, c'est de garantir avec une obligation, de sorte que les États et le gouvernement ne faisaient pas ce qu'ils voulaient faire. Ils devaient rendre ces ressources. Il y a 2 États qui l'ont essayé, des États assez puissants d'ailleurs, un État dans le nord, un dans le sud. Et à ce moment-là, j'étais allé voir l'ancien président pour lui dire je vais devoir leur demander de leur obligation. On ne voulait pas causer trop de troubles. Et il était très prêt. Il a dit allez-y, c'est ce que l'on a fait. Et dans 6 semaines, les 2 gouvernements ont corrigé les dépenses dans les domaines où il était important de le faire. On savait qu'on pouvait sanctionner, qu'il pouvait y avoir ce système de frein et contrepoids. En 2008, nous étions confrontés à un autre phénomène. C'est là que j'ai dit que ça nous a permis de faire le point. Chaque jour, dans notre pays, il y a un nouveau défi et ce n'est pas quelque chose que l'on a dans les livres ou en théorie. Quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Il y a un projet parlementaire qui a été lancé. Je ne sais pas comment on l'appelle au Canada. Je sais que ça existe dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Pour nous, ça s'appelait le Constituency Project, qui était très important. En 2007, donc, en 2008, en fait, le président dit, bon, fini ce projet, ça déforme trop le budget, ça doit relever des gouvernements locaux, des États, et en santé, en éducation, et ça pour affecter la vie des pauvres. Ce qu'il a fait, le président, c'est qu'il a
Il s'en est remis à notre bureau et dit, bon, vous travaillez dans le dossier des pauvres, donc c'est à vous de prendre en main. Quand vous devez aller vous adresser à plusieurs centaines de sénateurs et de députés qui n'ont jamais été organisés, c'était difficile, mais il y a eu un cadre qui a été mis en place et ce qu'on voulait, c'était 3 choses. La santé, l'eau et l'éducation, des salles de classe supplémentaires, des puits supplémentaires et aussi des centres de soins primaires pour la santé. Pour nous, c'était un point d'entrée pour accroître l'incidence. Plus de 5000 personnes à contrat pour y arriver. Dans mon bureau, on a décidé de ne pas mettre en œuvre tout cela pour rester indépendant et soulever les problèmes dès qu'ils se poseraient. Et nous avons été confrontés au plus gros problème de mise en œuvre. On a connu beaucoup de problèmes, notamment à l'Assemblée. Mais on a réussi à atteindre des objectifs impensables, surtout dans des régions éloignées. Ça nous a montré qu'il y avait une vraie nécessité, une urgence. Il fallait habiliter les gouvernements locaux pour qu'ils puissent prendre en main ces projets. Mais qu'en est-il des ressources et de l'entretien de ces puits, par exemple? Comment est-ce qu'on peut vérifier la qualité de l'eau de manière à ne pas engendrer des épidémies de choléra ou de forte teneur en métaux lourds? Les investissements qui ont été faits entre 2006 et 2010, vous les voyez sur la diapositive qui est derrière moi, je crois. Okay. Il s'agit de 2 diapos qui vous montrent un petit peu la ventilation de la dette. De 2006 à 2010, vous voyez que la grande majorité a été investie dans le secteur de la santé, de l'éducation, l'eau et l'hygiène. Les plus petits montants sont importants quand même. On a essayé de couvrir les routes en région rurale, notamment pour apporter les récoltes vers les marchés. Ensuite, il y a les politiques de logement qui nécessitaient plus d'investissements pour réduire l'incidence des bidonvilles qui étaient en pleine croissance dans les centres urbains. Pour ce qui est de l'agriculture, on essayait d'absorber les pertes après les récoltes, des locaux pour entreposer tout cela, les transferts aussi vers les plus marginaux, ceux qui vivent avec le VIH-Sida, les veuves, ceux qui souffrent de maladies. Et au début, le ministère des Femmes n'a rien reçu dans le budget. En fait, on a augmenté notre budget de 400% au cours des 3 dernières années. C'est important de voir que quand on essayait de voir quoi présenter à l'Assemblée législative, il fallait essayer de voir comment ça allait être perçu. Au fil des ans, voilà ce qu'on a retenu. 65% à l'échelle fédérale et bon nombre de ces fonds ont été investis dans 2 secteurs, l'éducation et la santé surtout. La santé à cause du programme d'immunisation et de vaccination qui est réglementé par le fédéral, mais aussi avec les ACT et les ARV pour le paludisme, le VIH-Sida. Ensuite, le dossier d'éducation, on a reconnu les défis de la qualité. On a investi dans les enseignants, 40 000 instituteurs et professeurs qui sont renouvelés tous les 3 ans. 145 000 nouveaux employés chaque année sont embauchés. Mais pour répondre aux attentes du peuple et réconcilier les défis, on ne peut pas faire tout pour tout le monde avec moins de 10% du budget. On a décidé de mettre en place une stratégie de communication. J'aimerais maintenant essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pour montrer aux Nigérians qu'on dépensait les ressources à bon escient et que ça avait une véritable incidence. Ça ne suffit pas, on ne peut pas atteindre les 100% des attentes, mais avec 110 milliards de naira, on devrait faire répondre aux attentes de la population. Il fallait communiquer les objectifs de développement du militaire. Ce n'étaient pas des interventions comme ça ponctuelles ou ad hoc.
Aujourd'hui, quand on demande aux gens dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Certains vous parlent de certains projets qui ont eu lieu dans leur village. Certains vous parlent aussi de ce qui a été distribué, des biscuits, du dentifrice, etc. Mais ensuite, il fallait aussi pouvoir rendre des comptes au peuple nigérien. C'est important si on veut changer la façon dont les choses fonctionnent. Depuis 5 ans, nous avons investi 4,1 millions de dollars dans un plan de communication sur l'atteinte des objectifs du millénaire. Il y a eu aussi un comité conjoint, un comité mixte, un comité permanent sur les objectifs de développement du millénaire à la Chambre des communes et aussi au Sénat. C'est important parce que, à un moment donné, on nous a demandé de défendre nos initiatives devant 12 comités. On s'est dit c'est impossible, il faut que quelqu'un coordonne tout cela. À la Chambre des communes, tout a été couvert, mais il y avait un énorme fossé. Alors, on a créé un centre d'information, de ressources au Parlement. On a pu mieux harmoniser les activités et surveiller certains postes au budget. Nous avons aussi dû rendre des comptes. Il y a le comité des comptes publics. On a comparu 3 fois devant le comité. Souvent, on remet en question certains projets. Ça nous a pris beaucoup de temps avant de faire accepter les projets qui avaient été remis en question. On a eu aussi des audiences de 2 jours. C'est la première plateforme indépendante qui s'est servi de ce système de comité parlementaire. Deuxième, nous avons l'autre cadre que nous avons mis sur pied pour surveiller ce qui était fait sur le terrain. Ça a pris un certain temps à faire, mais l'engagement qu'on a pris, c'est d'utiliser les ressources de façon transparente. Donc, nous avons voulu offrir un mécanisme qui satisferait aussi bien le peuple que le gouvernement. On ne veut pas demander au gouvernement de faire rapport sur les activités du gouvernement. On savait comment ça s'était passé auparavant. Souvent, les résultats avaient été contrefaits. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des solutions innovatrices. On s'est servi de gens indépendants. Et ça s'est fait en partenariat entre la société civile et des experts conseils. On voulait faire 2 choses. L'argent qu'on dépensait, quand on voyait des résultats dans les centres de soins primaires, dans les puits qu'on avait forés, les gens devaient payer. Donc, on a engagé un groupe d'architectes, d'ingénieurs pour aller sur le terrain et nous dire si les contrats eux-mêmes s'étaient matérialisés, s'étaient concrétisés. L'autre aspect, c'est qu'on peut avoir un centre de soins primaires, mais qui est peut-être dans le mauvais emplacement, qui n'a peut-être pas les ressources humaines nécessaires, pas assez de docteurs, d'infirmières ou de médicaments, qui ne pourra pas offrir les services nécessaires. Et là, on avait besoin que la société civile nous raconte ce qui se passait sur le terrain. Est-ce que la communauté recevait les soins de santé dont elle avait besoin? Où étaient les lacunes? Alors, on a établi un partenariat de coordination entre ces 2 groupes. Société civile. Bon, si vous pensiez que la société civile et le gouvernement, c'est un partenariat difficile, essayez de faire un partenariat avec le secteur privé. Il y avait différentes compréhensions, on comprenait les choses différemment. Les architectes, les ingénieurs pensaient être bien supérieurs à la société civile, des gens qui ne s'y connaissaient pas vraiment. Donc, ça a été difficile, mais nous y sommes arrivés quand même et nous avons eu des représentants aussi de l'État. Plus de 82 organismes de la société civile et des cabinets d'experts conseils qui ont travaillé là-dessus dans tous les États du pays. On a trouvé que ce partenariat était certes difficile, mais il nous a permis de voir quelle était l'incidence des dépenses publiques. L'indépendance était en grande partie due au fait que le gouvernement permettait de se servir des outils qui avaient été conçus par les équipes. Si on payait la société civile pour faire cela, on pensait qu'il allait y avoir un parti pris, qu'il serait un peu sous la main du gouvernement. Les outils qu'on a utilisés pour mesurer, eh bien, c'était des outils qu'ils avaient choisis, qu'ils avaient conçus pour les mettre en œuvre.
Et maintenant, ça leur permettait d'envoyer des données au centre d'information. Il y a eu des problèmes, des défis liés au mécanisme lui-même. Même si ça a été une réussite, on continue à y apporter des améliorations grâce à des ateliers annuels. Bon, parmi les problèmes, c'est dû au fait que les données viennent du terrain et on n'a pas pu synthétiser toute l'information pour faire des recommandations qui auraient pu améliorer les dépenses publiques. C'est une lacune qu'on essaye de combler avec nos chercheurs et nos universitaires pour voir comment est-ce qu'on peut développer cette capacité. La troisième intervention pour améliorer les choses, c'était de signaler les lacunes. Ou quand j'ai dit qu'on essayait d'avoir une incidence sur la réforme en matière de dépenses publiques, on s'est aperçu rapidement qu'on n'avait pas de cadre national pour signaler les écarts. Il y avait dans un ministère en particulier, il y en avait 11 qui avaient été identifiés. Donc, on a créé un cadre et ensemble, avec l'administration, le ministère, ça nous a permis de mettre sur pied cette vision 2020. Et parallèlement, nous avons observé qu'il y avait une lacune dans la société plus dans son ensemble. La plateforme d'expertise MEA, c'est un nouveau problème. On suivait le budget, mais on ne suivait pas tous les projets et les programmes. Nous avons aidé à créer une association pour combler cette lacune, mais nous venons de remettre cela aux professionnels et ça, nous l'avons fait en 2007. Quatrièmement, c'est cette étude par le gouvernement des Pays-Bas qui doit être conclue en 2007. Encore une fois, pour eux, comment est-ce que l'allègement de la dette a fonctionné? Ils devaient savoir quel impact cela a eu et ça s'est fait par les gouvernements de la Belgique et des Pays-Bas. Ensuite, une table ronde qui a été créée cette année pour améliorer le transfert d'informations, s'assurer un feedback crédible au public. Et en plus de tout cela, nous avons essayé de documenter dans la mesure du possible. Il y a aussi eu des visites dans les différents États pour qu'on puisse voir le travail sur le terrain. Normalement, on va voir le gouverneur. C'est difficile parce qu'il faut voir aussi la femme du gouverneur. Les premières dames sont importantes au Nigeria jusqu'au niveau de la section locale. Alors, c'est les présidents du niveau local ont aussi les dames, des épouses, ce qui exige énormément de temps et de ressources, mais on essaie d'intégrer ces réunions avec les jeunes et les femmes pour qu'ils soient rassemblés, qu'ils aient partie prenante au discours. Vous avez peut-être parlé des succès des dirigeants traditionnels, la participation des dirigeants traditionnels et des communautés en région reculée. Comme vous voyez, on a eu le programme qui a fait l'objet de la plus de vérification possible au Nigeria et c'est réellement excellent parce que ce que nous voulons faire, c'est nous voulons reproduire cela à d'autres parties du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Qu'est-ce qui a fonctionné? Je sais que nous avons peu de temps à notre disposition. Ce que j'ai essayé de faire, je crois que vous avez une partie de la documentation devant vous et de parler, parce que chacune de ces interventions depuis 4 ans constitue une autre allocution, que ce soit le secteur de la santé ou la pauvreté ou autre, les objectifs, les résultats concrets de notre part. La pauvreté, l'élimination de la pauvreté et de la faim. Nous avons étudié différents volets, la façon dont on pourrait cibler cela, au-delà des investissements que fait le pays en matière d'infrastructure et d'économie. Nous avons étudié ce qu'on appelle les services nationaux des jeunes, les jeunes qui font une année de service qui ne trouvent pas d'emploi, et c'était bien important pour nous. Nous voulions écouter ce qu'ils avaient à nous dire. Ils n'avaient pas d'avenir, les jeunes. Nous avons offert des ateliers d'acquisition supplémentaires de compétences. On leur a donné des crédits. Il y en a plusieurs ensuite qui allaient dans le monde des affaires, qui fonctionnaient plus de 5 400 et 5 400 jeunes qui ont eu une formation en leadership entrepreneuriat. Nous avons aussi formé dans le domaine de l'agriculture des entreprises qui ont été créées par le biais du microfinancement et plusieurs projets dans le domaine des pêches, du microcrédit. Le microcrédit au financement, c'est difficile d'y faire face parce que les paramètres, au départ, on avait les ressources, mais les conditions qui s'y rattachaient, on voyait l'argent, mais on ne pouvait pas y toucher. Énorme. Dans le domaine de l'agriculture, on a dû revoir avec le partenariat d'Agra pour que ce soit plus accessible. Notre système bancaire n'est pas très utile non plus. Et ce que l'on nous demandait d'offrir, surtout pour les femmes, on trouvait qu'il y avait énormément d'obstacles. Je passe en revue l'éducation universelle de base, bon nombre d'enseignants.
pour assurer la qualité, aussi le recyclage. Le personnel enseignant, on a fait une étude biométrique, plus de 300 000 enseignants et bon nombre de ces enseignants, probablement plus de 30 000 de ces enseignants, n'avaient pas les compétences nécessaires pour enseigner au-delà de l'école primaire 4e niveau. On est donc retourné à la case départ. On a commencé à investir dans les centres des collèges d'éducation, formation des enseignants. On a examiné aussi le programme d'études. Est-ce qu'il s'agissait tout simplement d'infrastructures ou de l'équipement? Il fallait que nous penchions là-dessus, et aussi programme d'éducation pour les filles qui a connu un franc succès en partenariat avec UNICEF et la Banque mondiale. Encore une fois, ils ont appuyé augmentation de salles de classe, de bibliothèques, de centres informatiques, faire la promotion de l'égalité entre les sexes. Encore une fois, bon nombre de documents qui étaient nécessaires. Nous les avons fournis pour voir si ce qu'on pouvait joindre l'action à la parole par rapport à la situation d'égalité dans les budgets. On voulait que le ministre de la Condition féminine n'avait pas un budget capital pour établir des soins de santé primaire ou des écoles où il y avait seulement des filles, mais qu'ils utilisaient les outils que nous avions conçus pour s'assurer que le budget de tous les secteurs représentait adéquatement les besoins des femmes et de nos enfants. Mais nous avons un autre phénomène important. Et dans le Nord, on voulait instruire nos filles, mais ce sont les garçons qui étaient laissés pour compte. Et ce sont les enfants des rues, les petits garçons qui sont dans la rue. Et les mêmes filles qui sont instruites sont celles que vous voulez épouser, ces jeunes garçons qui n'ont pas d'éducation, qui n'offrent rien à la collectivité. Nous avons donc dû nous concentrer là-dessus. Environ 6 millions à l'heure actuelle dans le pays de ces jeunes garçons itinérants. Il y a eu plusieurs qui ont décroché dans le Sud-Est. Le rôle de l'éducation est si important. Je ne peux trop insister. Les jeunes garçons qui décrochent dans le Sud-Est, on a certaines des femmes les plus instruites au pays qui viennent du Sud-Est, nos diplômés. Les professeurs viennent du Sud-Est du pays, mais disons, les taux les plus élevés de veuves, d'abus, de violences commises contre les femmes. Et ensuite, on se rend compte que la plupart des hommes ont décroché, sont devenus des apprentis, ont un métier, ils sont devenus très riches. Alors pour eux, les femmes deviennent une possession. L'éducation, plus on est instruit, plus le pays est élevé. Et c'était une contradiction complète et remettait en question l'intégrité de l'éducation. À quelle fin? Encore une fois, l'éducation, il faut les instruire parce que la pauvreté est une question, mais nous sommes allés vers eux avec l'éducation. Réduire la mortalité infantile, encore une fois, nous voulions obtenir le plus possible le système de soins de santé primaire. Ce que nous avions investi, c'était les achats, les vaccins, les filets. Mais il y avait des failles où les centres de santé primaire ne fonctionnaient plus, n'offraient plus les services. Il n'y avait pas suffisamment de sages-femmes, pas assez d'infirmières, pas assez de médecins et de travailleurs communautaires. Alors c'était quelque chose que nous avons négligé. Et puis, on a insisté là-dessus depuis 2 ans en essayant de combler cette lacune. L'exercice sur l'élimination de la polio avec les bonnes stratégies, 88 réductions de polio. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va recommencer à vacciner, aller au-delà des campagnes, améliorer la santé maternelle, encore une fois, les soins d'urgence obstétrique, on a rénové, on ne peut pas tout refaire une institution, mais on peut mettre l'accent sur les soins de l'obstétrique d'urgence. C'est ce qu'on a fait dans tous nos centres médicaux, mais renforcer les systèmes de soins primaires avec des sages-femmes. Et là, maintenant, nous voulons envoyer environ 5 000 travailleurs communautaires pour appuyer cela. Dans les régions rurales, il y a un programme d'assurance maladie qui couvre 12 États maintenant, 1,3 millions de femmes et d'enfants, améliorer la prestation de services, améliorer aussi l'accès dans certains des coins les plus reculés. Ensuite, la durabilité environnementale, le rôle pour là, c'est un défi. Alors, là, il y a le changement climatique. On s'est demandé si on allait intégrer cela, qu'allons-nous faire? Et nous voyons que nous avons pu investir les ressources dans des programmes et des projets qui donnent des résultats, mais qui doivent être renforcés. La durabilité de nos succès, la viabilité, il s'agit
d'aider les gouvernements locaux et leurs institutions. Et c'est un défi important d'aller vers les États. Nous disons maintenant que nous allons vers les gouvernements locaux. On a un programme, on veut aller sur 113 à partir de 170 en mettant l'accent sur la santé et l'éducation, la prestation de services, comment y arriver au niveau du gouvernement local. Et cela nous a réjouis de voir que, de fait, la capacité là n'est pas aussi mauvaise qu'on le croyait. Nous avons eu 3 ateliers importants dans 3 endroits du pays. Il y a énormément d'enthousiasme à cet égard. Il nous faut plus de partenaires, de sorte que nous demandons à nos partenaires en développement de renforcer notre programme. On ne veut pas qu'ils reproduisent ce qu'ils ont déjà fait, ce qui a bien fonctionné dans 2 ou 3 États. On veut que ça devienne un programme à l'échelle nationale. On fait des choses dans les 36 États au complet, mais nous reconnaissons que tout le monde, les gens ne peuvent pas se retrouver partout. Alors, tirons le meilleur de ce qui fonctionne. Nous avons eu des défis, bien sûr, notre environnement. Ce n'est pas un environnement qui est contrôlé. Donc, c'est une leçon de réalisme. Nous travaillons avec le projet des millénaires pour les villages et j'ai toujours cru que c'était assez unique. Les conditions sont tout à fait propices. Alors, ça va fonctionner. C'est sûr, mais si on met ça dans l'environnement plutôt qu'à l'étape d'études, bon, il y a déjà des failles qui se présentent et c'est ce qu'elle remet en question. Si ces pratiques-là sont bonnes, si les interventions sont bonnes pour la santé, pour l'éducation, pour l'agriculture, comme le prouve la recherche et la preuve, alors mettons ça dans le système et voyons si ça marche. Alors voilà le défi, c'est ce que nous voulons faire, mais nous voulons changer la façon de penser ou la mentalité, comme je l'ai dit. C'est notre 3e chance pour la démocratie lorsqu'on tient un système qui ne fonctionne pas, des institutions. On a négligé les fonctionnaires. Souvent, on les blâme pour tout ce qui ne fonctionne pas et dans certains cas, à juste titre, mais dans plusieurs cas, c'est de la négligence. On n'a pas investi les compétences nécessaires dont ils ont besoin. C'est l'absence de planification. Et souvent, lorsque je donne une allocution, j'ai bien peur de parler des statistiques dans mon pays, puisque, bon, alors, on se croise les doigts en disant il y a quelqu'un d'autre. Notre ligne de base est tout à fait incroyable et pas crédible. Ce que nous avons vient de sondages qui ont été faits tous les 5 ans, mais dans le secteur de la santé, nous avons fait des percées. Le donné NDHS en 2007 a commencé à nous donner ces assises sur lesquelles on peut construire pour devenir plus réaliste en ce qui concerne les intrants de notre planification. Le manque de reddition de compte, structure de gouvernance, comme je l'ai dit, c'est la plaie de la corruption, de la marginalisation des pauvres qui a eu une incidence surtout sur nos femmes et nos enfants. La corruption, c'est pas combien est-ce que vous avez volé, mais on mesure en vie. Et voilà comment on communique. On essaie, tout le monde a un cœur et un esprit. Et on peut, même s'ils ont des mentalités ancrées, il y a des gens souvent qui ne voulaient absolument pas investir dans le domaine de la santé, ont réussi, qui refilaient la responsabilité au gouvernement local et qui reviennent pour le faire. Donc, ces défis existent. On a besoin de leadership à tous les niveaux. Souvent, on s'en remet au président, mais ce n'est pas juste le président, c'est aussi ses ministres, les présidents des gouvernements locaux, les leaders communautaires. Il faut envoyer ce message en matière de leadership. Ce que ça nécessite aussi, il faut que ça dépasse ce qu'on perçoit comme étant juste le rôle du président. On a aussi fait face à beaucoup de cynisme, même au sein de notre pays. On n'a pas pu mesurer notre réussite ou même analyser les lacunes aussi bien qu'on aurait dû le faire. Et il faut améliorer les choses pour faire changer les gens d'état d'esprit. Il faut être tourné vers les solutions. C'est pas pourquoi on ne peut pas faire les choses, mais comment se fait-il? Là, c'est un gros défi pour nous. Ça se refait tous les 4 ans. C'est comme un cycle de projet. Il n'y a pas de continuité. On a passé la première année à essayer de trouver une façon d'éduquer ceux qui étaient arrivés la dernière année pour éduquer ceux qui venaient d'être élus. Donc, ça ne fonctionne pas pour le développement. Ça ne fonctionnera pas. Il faut contourner le problème. Les institutions doivent être rebâties, reconstruites. Il faut investir les gens. Il faut aussi encourager les liens entre chacun de ces investissements et la santé, l'éducation et l'eau. Donc, voilà la partie vide du verre qu'il reste à remplir. Mais comme je le dis souvent, c'est peut-être urgent, mais on ne devrait pas le faire trop rapidement, être trop hâtif.
il faut, bon, il y a le court terme, il y a aussi le moyen et le long terme. Il y a toujours les fruits les plus bas dans l'arbre, mais aussi il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus durable. On a 154 millions d'habitants dans notre pays. Tout ce qui a lieu au Nigeria, ça représente un peu ce qui se passe ailleurs en Afrique, mais à une échelle différente. Donc, pour nous, 2015, c'est une date importante. On a prouvé qu'on pouvait on pouvait se servir de solutions efficaces pour relever nos défis, mais ça nous donne aussi suffisamment d'espoir, ne pas baisser les bras. Les prochains mois, par exemple, vont être très difficiles pour nous puisqu'il va y avoir d'autres élections. Le fait que notre président se soit engagé à avoir des élections libres et transparentes, ça nous rend la tâche encore plus difficile parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient juste maintenir le statu quo et faire dérailler notre processus. J'aimerais avoir plus de temps. Peut-être qu'au CRDI, on pourrait organiser une autre séance pour parler du programme d'amnistie. Les incertitudes récentes dans notre pays ne reflètent pas les gains. Nous avons essayé de négocier avec les gens dans le Delta. Notre gouvernement et je crois la plupart des Nigérians demeurent absolument avides de démocratie et de stabilité. Le Nigeria a une certaine responsabilité en Afrique. Les gens nous demandent souvent de prendre les rênes en main et de diriger, mais il y a beaucoup qu'on peut faire en Afrique. Comme on l'a dit dans une réunion au Rwanda récemment, quand on parlait des objectifs de développement du millénaire, on a dit que dans les discussions, il faudrait inclure la nécessité de surmonter les obstacles économiques et d'infrastructures en Afrique. Ça, on peut le faire. C'est des choses qui ont été créées par nous-mêmes, donc on peut le faire. En plus, on devrait essayer de jeter des ponts vers l'Est, repenser la façon dont on renforce les ponts qui ont déjà été jetés avec l'Occident, mais qui ont été un peu affaiblis à cause du passé. C'est une nouvelle façon de penser à notre partenariat. Souvent, on nous critique parce qu'on se tourne trop vers l'Est, mais on devrait bâtir des ponts en Afrique, à l'extérieur aussi, peut-être renforcer ce qui existe déjà, refaçonner nos partenariats de manière à ce que ce soit gratifiant et que ça vise à lutter contre la pauvreté. Ce n'est pas une solution facile et rapide. On l'a dit à Bill Gates quand il est venu au Nigeria. Il nous a parlé des vaccins qui étaient le meilleur bien public. Mais le message qu'on lui a dit, c'est bien que si c'est offert et si c'est présent. Et il nous a compris, il a investi dans le système. Et qu'est-ce qu'on a eu avec son aide? Eh bien, on a eu 98% de réussite pour nous débarrasser de la polio. Hier, Ted Turner nous a donné $1 milliard aussi pour une campagne de vaccination. Donc, la réussite, ça encourage plus d'investissement, mais il faut établir de meilleurs liens avec la communauté de la recherche. Il faut voir comment est-ce qu'ils peuvent renforcer la prise de décision des politiciens à court terme. Parce que, comme je vous l'ai dit, la démocratie, avec la démocratie viennent plein de défis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai pu vous parler de ce qui fonctionnait en Afrique, en vous parlant un peu de la situation au Nigerien. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de vie de notre peuple grâce à une utilisation efficace de la GAD? Merci.